Imaginez que vous vous réveilliez avant l'aube dans le froid mordant du Ludus, l'école de gladiateurs. La paille rugueuse sous votre dos gratte votre peau et l'air est chargé de sueur, de nourriture rassie et de corps non lavés. Les ecchymoses de l'entraînement de la veille lancinent à chaque mouvement. Ici, vous n'êtes pas un homme, mais une propriété, un outil pour la soif de sang. Votre destin est déterminé par les caprices d'autrui. La plupart des nouveaux gladiateurs ne voient pas de deuxième année. La moitié meurt au cours des 12 premiers mois, un chiffre qui plane au-dessus de vous à chaque instant. Alors que la première lumière se glisse à travers les fissures, vous vous préparez pour une autre journée dans ce cauchemar implacable. Ici, votre vie est définie par la possession. Les chaînes à votre poignet sont plus que de simples entraves. Elles sont le signe constant que votre existence appartient désormais à quelqu'un d'autre. Autour de vous, la cellule exiguë est remplie des sons et des odeurs de la captivité. L'air lourd est chargé de sueur et de paille, de la faible odeur métallique du sang et du frottement des corps cherchant un peu de réconfort sur de minces nattes ou sur le sol froid. Même dans les rares moments de silence, vous n'êtes jamais seul. L'intimité a disparu, remplacée par la réalité d'une misère partagée, et le fait de savoir que chaque homme ici, quel que soit son passé, est désormais une propriété. Rares sont ceux qui viennent volontairement au Ludus. La plupart sont des prisonniers de guerre, des criminels ou des esclaves achetés pour leur force. Quelques-uns, appelés octorati, se portent volontaires et renoncent à leurs droits contre une prime d'engagement et le vague espoir d'un prix. Mais une fois à l'intérieur, toutes les différences s'effacent. Le fer rouge marqué dans votre chair vous désigne comme du bétail, un rappel constant que vous êtes une propriété. La liberté est un souvenir lointain. Et le seul véritable espoir de s'échapper réside dans le fait de gagner l'épée de bois, le rudi, symbole de la retraite et le chemin le plus rare vers la liberté. Vous vous souvenez du serment que vous avez dû prêter? Uri, Vinciri, Verberari, Féroc, Nécari. Être brûlé, enchaîné, battu et tué par le fer. Ces mots sont prononcés par chaque nouvelle recrue, et avec eux, tout sentiment de contrôle s'évanouit. Certains disent ces mots avec défi, d'autres avec peur, mais le résultat est le même. Le serment n'est pas seulement une promesse de violence, c'est l'acceptation d'une soumission totale. Le poids psychologique est immédiat. Celui que vous étiez auparavant, le paysan, le soldat, le père, a disparu. Vous êtes maintenant un outil pour le divertissement de la foule. Au sein du Ludus, la hiérarchie est claire et impitoyable. Le lanista, le propriétaire et gestionnaire, contrôle tout. Il vous loue à de riches nobles pour des jeux, suit votre valeur et décide de votre sort. Sous ses ordres se trouvent les instructeurs, souvent d'anciens gladiateurs eux-mêmes qui utilisent leur expérience pour vous briser et vous reconstruire. Ils enseignent par la douleur et vous façonnent en une arme capable de survivre dans l'arène. Les gladiateurs vétérans, marqués par les cicatrices, jouissent peut-être d'un certain respect, mais ils restent une propriété. Leur statut ne s'élève jamais au-delà de ce que le lanista autorise. Les conditions de vie sont rudes. Dans le Ludus Magnus de Rome ou à Carnuntum, les cellules sont bondées et étouffantes. À Pompéi, les logements sont plus ouverts, mais le sentiment d'enfermement demeure. Vous dormez côte à côte avec des rivaux. La frontière entre fraternité et compétition est toujours floue. Le manque d'intimité érode votre estime de soi. La marque sur votre peau, les chaînes et les yeux omniprésents des instructeurs vous rappellent que vous êtes constamment observé et évalué. Sur le plan social, vous êtes un paria. Les gladiateurs sont qualifiés d'infâmes et se situent au plus bas de l'échelle sociale. Ils ne peuvent ni voter, ni occuper de fonctions publiques, ni espérer de sépulture convenable. La foule peut acclamer vos prouesses, mais en dehors de l'arène, vous êtes invisible, privé de respect et de dignité.
Cette contradiction, célébrée dans l'arène, fuie dans la vie quotidienne, ajoute une couche supplémentaire d'isolement. Même ceux qui se sont portés volontaires se retrouvent coupés de leur ancien monde, défini uniquement par leur utilité en tant que divertissement. La charge mentale est implacable. Chaque jour, vous vous réveillez en sachant que votre vie ne vous appartient pas. La menace constante de punition, de blessure ou de mort est un poids que vous portez partout. La plupart des gladiateurs ne combattent que 2 ou 3 fois par an. Le reste du temps est consacré à la préparation, à l'entraînement, à l'attente et à l'endurance. Ce labeur vous ronge, laissant peu de place à l'espoir ou à la rébellion. La compétition est féroce. Chaque homme au ludus se bat pour exister. L'entraînement ne consiste pas seulement à apprendre le maniement de l'épée ou du bouclier, mais à prouver que l'on mérite de rester en vie. Trébucher signifie risquer les coups ou, pire encore, être vendu comme non rentable ou mis au rebut. Les hommes qui vous entourent sont autant des rivaux que des compagnons. Les liens sont dangereux. La perte est inévitable et la confiance est rare. La routine matinale est mécanique. Les gardes aboient des ordres et vous vous levez avec les autres, vous déplaçant dans des couloirs étroits et sombres vers la cour d'entraînement. La peur est familière, un bourdonnement sourd sous chaque action. Vous savez que la journée d'aujourd'hui, comme la plupart des jours, se passera dans le cycle implacable des exercices, du sparring et de la lutte pour la survie. Le poteau de bois dans la cour attend et les voix des instructeurs déchirent le matin. Chaque pas hors de la cellule est un rappel. Vous êtes ici pour être façonné, testé et, si vous avez de la chance, survivre un jour de plus. Lorsque vous pénétrez sur le terrain d'entraînement, le poids de ce qui vous attend s'abat sur vous. La routine est punitive et les attentes sont claires. Le moulin de la survie recommence, et avec lui la lutte pour s'accrocher à ce qu'il reste de vous. Chaque jour au ludus est marqué par le broyage de la survie. La routine commence avec l'épée de bois lestée entre vos mains. Plus lourde que n'importe quelle arme réelle, parfois 2 fois plus lourde, comme Galien l'a décrit. La poignée s'enfonce dans votre paume, déjà rugueuse après des jours de répétition, alors que vous faites face au poteau de bois ou palu, solidement ancré dans la cour sablonneuse. Vous frappez encore et encore, la sueur coule dans votre cou, les muscles brûlent sous l'effort. Ici, il ne s'agit pas seulement de frapper une cible, il s'agit de développer l'endurance et la précision qui pourraient vous maintenir en vie. Les instructeurs, pour la plupart des vétérans cicatrisés, circulent parmi les recrues. Leur voix perce le vacarme, exigeant plus de vitesse, plus de force, plus de contrôle. S'ils voient une erreur, ils vous arrêtent, corrigent votre prise et vous font répéter le mouvement jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Certains exercices se concentrent sur le punctum, une estocade précise destinée à contourner l'armure, tandis que d'autres accentuent le caesim, un coup de taille lourd venant d'en haut. Chaque technique est répétée sans fin, toujours avec la conscience que le véritable test aura lieu dans l'arène, où les erreurs sont fatales. Vous remarquez les différents rôles assignés à chaque homme. Les instructeurs évaluent votre physique et votre tempérament, puis vous assignent un style de combat qui divertira la foule. Un homme peine avec un filet lesté, s'exerçant en tant que retiarius, misant sur la rapidité et la stratégie. À côté, une recrue plus robuste s'entraîne en tant que secutor, enveloppée dans une armure lourde, apprenant à épuiser et à dominer ses adversaires. Ces appariements asymétriques ne sont pas le fruit du hasard. Le public préfère voir des combattants inégaux, et votre entraînement est conçu pour ce qui tiendra les spectateurs en haleine. Les armes et armures que vous utilisez à l'entraînement sont délibérément plus lourdes que celles que vous emporterez dans l'arène. Le bouclier sanglé à votre bras ressemble à une dalle de pierre. Son poids est destiné à accroître votre force et votre endurance. Chaque fois que vous le levez pour parer un coup imaginaire, vos épaules se contractent sous la charge. Les instructeurs tournent autour de vous,
attentif aux moindres signes d'épuisement ou d'hésitation. Si vous trébuchez, il vous corrige rapidement, parfois par des mots, parfois par le coup sec d'un bâton. À mesure que le soleil monte, la chaleur augmente. La cour se remplit de l'odeur de la sueur, de la poussière et du vieux sang. Vous voyez un homme s'effondrer, son souffle court. La réaction de l'instructeur est froide. Debout. La pitié n'existe pas ici. Si vous ne pouvez pas vous lever, vous êtes considéré comme faible. Dans l'arène, une chute peut signifier la mort. Ici, cela signifie que vous risquez d'être mis au rebut ou forcé à un combat avant d'être prêt. Les exercices deviennent de plus en plus durs au fil de la journée. Le cuir brut protège les coupures sur vos mains, mais la douleur persiste. Les sessions de sparring commencent et vous faites face à une autre recrue, tous deux épuisés. Vous tournez l'un autour de l'autre, échangeant des coups, chaque impact résonnant dans la cour. Les instructeurs regardent, jugeant chaque mouvement. Parfois, un combat se termine par une blessure légère, une coupure ou une ecchymose. Le perdant est traîné au loin, et la leçon est claire. La faiblesse n'est pas tolérée. Tout l'environnement est conçu pour imiter l'arène. Le sable sous vos pieds se dérobe à chaque mouvement, vous forçant à trouver votre équilibre et à ajuster votre position. Chaque exercice vise à créer une mémoire musculaire pour que vos réactions deviennent instinctives. Les instructeurs ne veulent pas seulement que vous maîtrisiez une technique, ils veulent que vous surviviez. Certains combats dans l'arène sont sine missione, sans espoir de grâce, sans reddition. Les exercices vous préparent à la réalité. Vous pourriez être jeté dans un tel combat dont un seul homme sortira vivant. Pourtant, les exigences physiques ne sont qu'une partie de la lutte. Une peur constante et indicible règne parmi les hommes. Un mauvais jour, un faux pas, et vous pourriez être jugé indigne. Le Lanista pourrait décider que vous n'êtes plus un bon investissement, et votre prochain combat pourrait être le dernier. La pression est silencieuse, mais omniprésente, vous poussant à continuer même quand votre corps veut abandonner. Vers midi, votre corps ne bouge plus que par habitude. Le cliquetis des armes s'estompe et les voix des instructeurs se font plus douces. Vous avez survécu à une autre série d'exercices. Il n'y a pas de célébration, juste une courte pause avant la tâche suivante. Alors que vous vous dirigez vers les réfectoires, l'épuisement s'installe, lourd et persistant. La journée est loin d'être terminée, et vous savez que la routine reprendra bientôt. Rien dans cette vie n'est facile. La foule qui suivra un jour votre combat ne verra jamais les heures passées ici, la douleur ou la peur. Ils ne verront que le moment où vous entrerez dans l'arène, prêt ou non, et scellerez votre destin par leurs acclamations ou leur silence. Maintenant, le moment est venu, celui auquel aucun entraînement n'a pu vous préparer pleinement. L'air change alors que vous avancez dans le tunnel, les parois de pierre de chaque côté se rapprochent et vous guident vers la lumière aveuglante devant vous. Vous marchez en silence avec les autres. L'armure cliquette, chaque pas est mesuré. Le rituel est reconnaissable entre mille. C'est la pompa, l'entrée solennelle qui mène les gladiateurs au cœur du Colisée. L'arène elle-même, assez grande pour accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs, se dresse, ses gradins remplis de gens venus pour une seule raison: regarder. La préparation a commencé bien avant l'entrée. Dans la caserne, vous avez revêtu l'armure choisie pour votre style de combat, chaque sangle a été vérifié et resserré. L'épée dans votre main semble plus lourde que jamais, le bouclier encombrant mais nécessaire. Les instructeurs ont peu parlé. Chaque homme s'est concentré sur le rituel, conscient que pour certains, ce serait la dernière fois. Le silence n'était interrompu que par le bruit lointain de la foule, déjà impatiente. À mesure que vous approchez de l'entrée, la chaleur augmente. La lumière du soleil s'engouffre et le sable dégage une chaleur qui traverse vos sandales. Le bruit à l'extérieur s'intensifie. Un grondement sourd qui monte
jusqu'à éclater lorsque vous sortez à découvert. La luminosité est écrasante et, pendant un instant, vous ne voyez qu'un flou de couleurs et de mouvements. Le rugissement de la foule n'est pas seulement du bruit, c'est une force de la nature. Il vibre dans votre poitrine, rendant difficile une respiration calme. Vous scrutez les rangées de visages, une mer d'inconnus venus pour être divertis. Leur excitation est évidente. Certains hurlent, d'autres font des signes, et beaucoup scandent les noms de leurs combattants favoris. Des enfants sont assis, les yeux écarquillés, sur les épaules de leurs parents. La conception de l'arène amplifie chaque son, chaque geste, et vous fait vous sentir exposé et petit. Le sable sous vos pieds se déplace à chaque pas. La poussière s'élève dans la chaleur. L'odeur de sueur, de fumée et de fer flotte dans l'air. Les jeux sont plus qu'un simple spectacle. Ils sont une démonstration de puissance. Les politiciens et l'empereur parrainent ces événements pour s'attirer des faveurs, distraire et impressionner. L'organisateur des Jeux, drapé dans une toge, siège à une place d'honneur, flanqué de gardes et de fonctionnaires. Parfois, l'empereur lui-même préside, son regard fixé sur le sable en contrebas. L'humeur de la foule possède un véritable pouvoir. Leurs voix peuvent influencer la décision de vie ou de mort. Pourtant, le jugement final vient de l'organisateur ou de l'empereur qui attend le signal, un pouce levé ou baissé. Le combat commence sans prévenir. Le cliquetis du métal retentit, mais vous vous concentrez sur la chaleur, l'éblouissement et le bord rugueux de votre bouclier. À proximité, un retiarius fait tournoyer son filet, le soleil se prenant dans les cordes alors qu'il tourne autour d'un secutor, dont l'armure lourde brille à la lumière. Le mouvement est rapide, chaotique. Le sable gicle à chaque pas et colle à la sueur et aux plaies ouvertes. La foule hurle, certains implorant la clémence, d'autres réclamant du sang. Alors que les cris comme « Yugula » résonnent, vous savez que c'est un geste silencieux du pouce qui décidera véritablement du sort d'un homme. Vous bloquez un coup et sentez la secousse dans vos bras. L'instinct prend le dessus, alors que vous ripostez, les leçons des exercices sans fin guidant vos mouvements. Les bruits autour de vous s'estompent, alors que vous vous concentrez sur la survie. Le sable, la chaleur et la pression de tant de regards réduisent votre monde à l'espace entre vous et votre adversaire. Vous portez un coup. Le sang gicle sur votre poitrine. La foule explose de joie, son excitation grimpe. Pendant un instant, vous ne percevez que les battements dans vos oreilles et la poignée de votre épée. Un gladiateur à proximité s'effondre sur les genoux et lève un doigt pour se rendre. Le silence se fait dans l'arène. L'attention de la foule se déplace. Certains réclament la mort, d'autres supplient pour la grâce. L'organisateur ou l'empereur, s'il est présent, pèse leur réaction. La décision ne vient pas du bruit, mais de l'inclinaison d'un pouce, un geste qui met fin à une vie ou l'épargne. S'il est épargné, le vaincu pourra peut-être combattre à nouveau. Sinon, la fin est rapide et publique. La victoire apporte son propre rituel. Les survivants reçoivent une palme ou une couronne, un bref moment de reconnaissance au milieu du chaos. La récompense n'est pas seulement la survie, mais un symbole de compétence et de chance, quelque chose à quoi se raccrocher jusqu'au prochain combat. La foule célèbre, mais le sentiment de soulagement est temporaire. Le poids physique et psychologique demeure. Et le savoir que demain pourrait apporter une autre convocation dans l'arène ne disparaît jamais. Lorsque vous laissez le sable derrière vous et que les portes se ferment, le bruit de la foule s'estompe. Le poids de ce que vous avez enduré s'abat sur vos épaules. Vous avez survécu, mais à quel prix? Le spectacle est terminé pour l'instant, mais sa signification résonne, soulevant des questions sur ce qui a été véritablement gagné ou perdu au nom du divertissement. Les gladiateurs étaient plus que de simples guerriers. Ils incarnaient une société
qui privilégiaient souvent le spectacle au détriment de l'autodétermination individuelle. Leur vie, marquée par la perte de contrôle et le risque constant, reflétait la volonté de Rome de transformer le courage et la souffrance en divertissement public. Le Colisée n'était pas seulement une scène pour la prouesse, mais un outil permettant aux empereurs de se maintenir au pouvoir en offrant du pain et des jeux pour détourner l'attention de problèmes plus profonds. Ces jeux ont perduré pendant des siècles, ne prenant fin qu'en 404 de notre ère. En considérant leur héritage, nous devons nous demander ce que notre propre désir de spectacle révèle sur nous-mêmes. Si ce voyage à travers la réalité brutale de l'arène vous a ému, que dit-il de la fascination humaine pour les conflits? Si cette histoire a changé votre regard sur les figures de l'histoire, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Semez les graines pour l'avenir. Le prochain trésor du passé